Bonjour tout le monde. Donc je pense qu'une grande partie des personnes sont arrivées, donc on va pouvoir se lancer. Donc tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être présents et présentes. Donc Madame la Ministre, Isabelle Rome, les conseillers, les conseillères, les responsables d'initiatives RSE dans les organisations. Nous, vous qui souhaitez aussi vous impliquer dans la lutte contre les LGBTI-phobies dans votre organisation pour une plus grande inclusion donc, des personnes LGBTI. Nous sommes heureux et heureuses vraiment de vous accueillir ici. De vous accueillir ici pour, au cours de cette conférence, LGBTI-phobie au travail, toutes et tous concernés. Donc, je me présente, je suis Lucille Joma, je suis la présidente d'SOS Homophobie. Donc, nous allons vous présenter un petit peu ces actions donc, avec Adrien Maschino, qui est vice-président de l'association, et Thibaut Verdet, qui a coordonné le projet dont nous allons vous parler juste après. Donc, nous laisserons également la parole à Aurélia Pi, qui est la DRH Uber Europe Sud, Europe Sud et Ouest. Et pour commencer, nous allons laisser la parole à Madame la Ministre pour son introduction. Merci encore. Madame, il marche? Oui, c'est bon. Madame et messieurs les coprésidents de SOS Homophobie, chères Lucille et Adrien, Madame la directrice des ressources humaines pour l'Europe du Sud et de l'Ouest, mesdames et messieurs, je suis heureuse d'être à vos côtés ce matin pour cette conférence sur la lutte contre les LGBTI-phobies au travail. C'est une belle initiative. En préambule, permettez-moi de vous citer quelques chiffres. Une étude du Boston Consulting Group réalisée en 2019 soulignait que 46% des personnes LGBT+ avaient menti sur leur orientation sexuelle en entreprise, presque une personne sur deux. Une personne LGBT sur 4 a été victime d'au moins une agression LGBT-phobe dans son organisation professionnelle et 41% des employés entendent des expressions LGBT-phobes sur leur lieu de travail. Les LGBT-phobies sont donc bien une réalité. Être soi, pleinement soi, devrait être permis à tous, peu importe son orientation sexuelle ou son identité de genre. Les entreprises ne sont pas imperméables aux transformations de notre temps, reflets de notre société. Elles peuvent être des foyers d'inégalité et de discrimination. Mais je sais aussi, et c'est d'une certaine manière ce qui nous réunit aujourd'hui, de formidables accélérateurs de l'inclusion. Il ne s'agit pas d'un slogan, mais pour moi, d'une intime conviction. Et vous en êtes l'illustration concrète aujourd'hui. En formant un salarié, un directeur ou une présidente, on forme un citoyen finalement. On forme peut-être un parent, un proche, une amie, quelqu'un qui pourrait apporter une réponse et une aide dans un moment difficile. Former à l'égalité par le vecteur du monde de l'entreprise est absolument indispensable pour remporter cette bataille culturelle et participer à l'édification d'une société plus fraternelle. Car l'égalité n'est pas innée, l'égalité ne se décrète pas non plus, même si la loi, bien sûr, est importante. J'aime bien dire que l'égalité, c'est une volonté. Et il en va de même pour la fraternité. Pilier essentiel de notre devise républicaine, peut-être la fraternité est-elle ce pilier qui donne du cœur aux deux autres, qui sont un peu plus abstraits, la liberté, l'égalité, la fraternité. Face à la montée des conservatismes un peu partout dans le monde et au sein même de l'Europe, nous avons besoin de toutes les volontés. Parce que, comme vous le dites dans l'intitulé de cette conférence, nous sommes toutes et tous concernés. Oui, nous avons tous un rôle à jouer pour faire en sorte que le monde du travail soit un monde dans lequel chacune et chacun puisse s'épanouir et puisse faire valoir ses droits. Je suis juge de formation.
Alors oui, j'ai un attachement profond au droit. Lorsque l'on parle de formation à la lutte contre les LGBT-phobies, au fond, de quoi parle-t-on? On parle de s'assurer qu'une femme dont la compagne vient d'accoucher pourra bénéficier de son congé pour accueillir son enfant. Pour cela, elle a besoin de savoir qu'elle peut librement dire à son supérieur hiérarchique qu'elle est en couple avec une autre femme. On parle de s'assurer qu'une personne qui entame une transition puisse bénéficier d'une feuille de paye, d'un badge et plus généralement d'un traitement conforme à son identité de genre. On parle de s'assurer qu'une fois sorti des murs du bureau, on aura ces mêmes réflexes dans l'espace public, chez soi et même en ligne. On parle de respect de la dignité humaine, tout simplement. Mon ministère est celui de l'égalité, de la diversité, de l'égalité des chances. Et moi, je tiens beaucoup à ce triptyque. Et j'aime à dire qu'il est aussi celui de la dignité humaine. Très concrètement, cela signifie que je suis en charge de m'assurer que les préjugés, les fausses idées reçues finalement, qu'ils soient sexistes, racistes, antisémites, homophobes ou transphobes, ne remportent pas la bataille que nous menons. J'ai pour habitude de dire que je veux que mon ministère rassemble. C'est pour cela que je tenais à être présente aujourd'hui, parce que je connais aussi le travail immense que mène SOS Homophobie au quotidien, avec une équipe de bénévoles qui donnent de leur temps pour une cause à laquelle nous croyons toutes et tous ici. Je sais le travail que fait Huber en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et son engagement pour mieux former à la lutte contre la haine et les discriminations. Je citerai par exemple la charte d'engagement entre l'État et les professionnels du secteur VTC pour la protection des femmes, qui a été signée avec ma prédécesseure. Et dans ce cadre, vous avez mis à disposition du 3919 des courses gratuites pour permettre aux femmes victimes de violences domestiques de se rendre dans un commissariat ou dans une gendarmerie. C'est par des actions concrètes de ce type que l'on fait bouger les lignes. Je suis convaincue que ce sont les entreprises citoyennes, les entreprises responsables, les entreprises inclusives qui demain seront les plus performantes. Et je crois que vous partagez ma conviction. Mesdames et messieurs, tout comme les destins, les identités ne sont pas figées. Et notre pays ne saurait avoir un seul visage, il peut avoir toutes les couleurs, dont celle de l'arc-en-ciel. Pour conclure, permettez-moi de reprendre les mots de cet écrivain Amin Malouf, que j'aime beaucoup. C'est notre regard qui enferme et c'est aussi notre regard qui libère, la liberté. Voilà, c'est exactement ce que vous faites. Alors, je tiens à vous adresser mes chaleureux remerciements et je vous souhaite vraiment des travaux fructueux. Voilà, merci à vous. Un immense merci, Madame la Ministre, pour vos mots, votre engagement et dans la lutte contre les LGBTI-phobies, contre le sexisme également. Donc, un grand merci pour votre venue et vos mots. Je vais laisser la place à Adrien. Merci, Madame la Ministre, pour ce beau discours. Donc, je vais vous présenter SOS Homophobie. Donc, SOS Homophobie, c'est une association de lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie, la transphobie et l'intersexophobie. Elle est créée le 11 avril 1994 autour d'une ligne d'écoute et surtout, elle est née d'une urgence, celle de rompre avec l'indifférence à laquelle se heurtaient les personnes LGBTI, discriminées, rejetées, violentées. Depuis, SOS Homophobie n'a cessé d'agir pour une société inclusive et pour que toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre, leur orientation sexuelle ou amoureuse, puissent avoir une place dans notre société. SOS Homophobie, c'est 1500 adhérents, 600 bénévoles sur le terrain tous les jours de l'année et on est répartis à peu près dans 17 délégations territoriales. Donc l'association aujourd'hui, c'est une association féministe. On est reconnu d'intérêt général.
On est une association qui a maintenant plus de 28 ans, donc 28 ans portés par des bénévoles. Nous, on trouve ça énorme et on remercie chaque jour l'engagement des bénévoles qui permettent cette pérennité aujourd'hui. On est fiers du chemin parcouru, des victoires remportées, mais d'autres encore restent à venir et il y a encore beaucoup de travail. Donc voilà une carte de notre répartition sur le territoire. On a beaucoup d'activités qui nécessitent d'être sur le terrain. Je parlais des bénévoles sur le terrain, donc voilà une répartition de nos délégations territoriales. On a à peu près 22 activités et groupes nationaux autour de différentes thématiques. On peut citer notamment la biphobie, des thématiques sur la transidentité, sur le genre, des équipes qui gèrent nos pôles d'écoute, on a le soutien juridique, donc un tas d'activités animées par des bénévoles. Il faut savoir aussi que depuis 2019, SOS Homophobie a créé son fonds de dotation, donc qui permet d'aider financièrement les victimes, de payer éventuellement les démarches juridiques quand elles ne sont pas en capacité de pouvoir les payer, ou alors pour les personnes qui malheureusement souvent cumulent des discriminations et une grande précarité, puissent pouvoir avoir un reste à vivre tout simplement pour pouvoir vivre dans des situations qui sont parfois très difficiles. Donc on a trois valeurs chez SOS Homophobie, c'est la bienveillance, bien évidemment, le non-jugement, l'écoute, l'accueil de la parole est au cœur de notre démarche. On est une association évidemment inclusive. Toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre, leur orientation amoureuse ou sexuelle, leur âge, leur origine, leur situation personnelle, peuvent bénéficier des missions de notre association. Et enfin, une valeur qui nous tient à cœur particulièrement, c'est l'indépendance. Donc, on est une association apartisane, on n'est affilié à aucun parti politique et on veille bien évidemment à avoir notre indépendance financière, donc à la fois sur du mécénat d'entreprises privées, à la fois sur nos dons et nos adhésions, et enfin grâce à des subventions publiques. L'association, l'ensemble des activités de l'association sont regroupées dans 3 piliers, 3 missions que sont soutenir, prévenir et militer. Donc on soutient les personnes LGBTI évidemment victimes de discrimination et d'agression via nos différents dispositifs d'écoute, via nos activités de soutien juridique. On prévient également la lesbophobie, la biphobie, la transphobie, l'intersexophobie via nos interventions en milieu scolaire, nos interventions en milieu professionnel ou encore notre site dédié aux jeunes. C'est comme ça, qui est un site avec du contenu positif, des représentations positives et heureuses, des identités de genre et des orientations amoureuses. Et enfin, on milite tous les jours pour l'égalité des droits sur le terrain. Et grâce à notre rapport annuel sur les LGBTI-phobie qui fait état chaque année, malheureusement encore, de nombreuses discriminations dans plusieurs pans de la vie, de nos vies. Et notamment, on va aujourd'hui parler des discriminations dans le monde du travail. On va faire un focus sur quelques-unes de nos activités, notamment les interventions en milieu scolaire. C'est une activité importante de l'association, notamment parce qu'on croit beaucoup à la prévention. On préfère prévenir que guérir. Et donc, on intervient dans les établissements scolaires, car on a un agrément de l'éducation nationale, un titre des activités complémentaires à l'éducation nationale. Et donc, on intervient, c'est des débats, c'est pas un cours magistral, donc c'est des débats où on fait parler les élèves, où on déconstruit les préjugés, on apporte des définitions et on les accompagne dans ce cheminement-là pour qu'ils puissent ensemble lutter contre les discriminations. On a formé à peu près plus de 250 000 élèves depuis la création de l'association. Ensuite, on a le pendant pour les adultes avec les interventions et les formations pour adultes sur le même principe. Donc, c'est des petits groupes. On veille à former principalement des décideurs, des décideuses, des personnes relais dans les entreprises qui ont le moyen d'impacter des collaborateurs, des politiques, ou alors des personnes qui reçoivent du public et qui, forcément, de par leur fonction, doivent être indispensablement formées à l'accueil des personnes LGBT. Et donc, c'est pour ça qu'on intervient dans le cadre de petits groupes où on va déconstruire les préjugés, les stéréotypes de la même façon, et on va parler du coup comment agir, réagir et identifier les pratiques à risque dans les pratiques professionnelles. On intervient également dans le secteur privé, mais on peut s'intervenir dans les administrations. On intervient beaucoup dans le milieu carcéral, par exemple. Enfin, nos dispositifs d'écoute, l'association a été créée autour de notre ligne d'écoute historique. C'est vraiment la genèse de notre activité. Aujourd'hui, on a plusieurs dispositifs. On a également un chat écoute où, pour les personnes notamment qui sont moins à l'aise pour décrocher le téléphone et pour parler, elles peuvent chatter directement avec des écoutants et écoutantes bénévoles spécialement formés via notre site web. On a également un formulaire de témoignage en ligne où les personnes victimes, mais également les témoins de discrimination,
on va en parler tout à l'heure, mais le rôle des alliés est primordial. Donc des témoins de LGBTI-phobie qui peuvent nous témoigner des situations LGBTI-phobes. Depuis peu, on a également un dispositif en ligne, un dispositif d'aide en ligne, qui est une première aide aux personnes qui seraient dans une situation complexe, une situation de malaise, et qui ne mettraient pas forcément les mots sur leur situation. Et donc, ils vont avoir affaire à une interface qui va définir petit à petit, avec des questions et un cheminement logique, leur situation, pour les faire arriver sur une fiche juridique, une fiche qui informe, qui donne des définitions. Oui, ce que vous avez vécu, c'est du harcèlement. Oui, ce que vous avez vécu est mal, c'est d'ailleurs puni par la loi, c'est LGBTI-phobe. Et donc, on apporte ces définitions-là qui permettent aux personnes de prendre conscience de ce qui leur arrive, de les rassurer. Effectivement, c'est pas normal et c'est puni par la loi. Et surtout, de les accompagner en leur donnant des conseils pour comment agir, que faire, quelle association peut m'accompagner, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire pour vous aider dans votre situation. Donc, c'est des premiers éléments de réponse pour les personnes. Et enfin, après les dispositifs d'écoute, malheureusement, quand effectivement les personnes sont victimes de discrimination, nous les accompagnons dans leur démarche juridique. Donc, en général, on a une cinquantaine de dossiers en cours. C'est un travail permanent. On a accompagné plus de 1500 victimes. L'association se porte également partie civile pour soutenir les personnes dans les affaires. Et je crois que j'ai fini pour le tour de l'association. Et je vais donner la parole du coup à Lucille, qui va rentrer en vif de sujet de cette conférence. Donc, c'est l'LGBTI-phobie au travail. Merci encore, Madame la Ministre. Nous voilà arrivés dans le vif du sujet, les LGBTI-phobies au travail. Pourquoi est-ce que c'est indispensable d'en parler? Pourquoi est-ce que c'est indispensable de lutter contre les LGBTI-phobies au travail? Et quel est réellement l'impact de lutter contre les LGBTI-phobies au travail? C'est vraiment les questions auxquelles on va essayer de répondre, et surtout des outils qu'on va présenter après qui auront vraiment pour objectif de lutter contre les LGBTI au travail. Donc déjà, que dit la loi? Repartons vraiment de la base, la loi. La loi, elle dit déjà que les LGBTI-phobies ne sont pas des opinions, mais bien des délits. Donc déjà, on repart là-dessus. Il s'agit d'infractions vraiment au sens de la loi commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Et ce sont des manifestations qui peuvent prendre des formes de rejet, de mépris ou alors de haine envers les personnes perçues comme LGBTI. Donc voilà, restons déjà sur cette base-là. Et une fois qu'on a le droit, on a également une observation, l'observation que fait SOS Homophobie à partir des différents témoignages que l'association reçoit depuis sa création. On voit que les LGBTI-phobies sont aujourd'hui toujours présentes en France. On voit également que les chiffres augmentent en fonction des années et qu'il y a des pics qui apparaissent lorsque l'on parle des droits des personnes LGBTI. On voit un gros pic d'actes LGBTI-phobes qui ont été révélés, pour lesquels les personnes ont souhaité témoigner à notre ligne d'écoute et à nos différents dispositifs d'écoute. Donc en 2013, lors de la loi sur le mariage pour toutes et tous, mais également lors du vote de la première lecture de la PMA pour toutes. Donc, à chaque fois qu'on parle des droits des personnes LGBTI, il y a une augmentation des violences envers les personnes LGBTI et du rejet. Et donc, il est important de lutter contre ces discriminations. Nous toutes et tous, ici et dans tout le monde, on a un rôle à jouer pour lutter contre ces discriminations. Et les organisations ont également un rôle à jouer, un rôle sociétal réellement à jouer pour lutter contre ces discriminations. Donc le travail, SOS Homophobie, dans son rapport annuel, donc, classifie les différents témoignages que l'on reçoit. Et cette année, le travail est le troisième contexte de LGBTI-phobie, c'est-à-dire qu'on a une augmentation des actes LGBTI-phobes qui ont lieu au travail. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en augmentation. Les gens, d'une part, n'ont pas envie de subir des discriminations au travail, donc les dénoncent plus. Et d'autre part, il y a vraiment un besoin de dire stop et de lutter contre ces discriminations. Donc pour commencer, je vais vous laisser écouter une petite vidéo. D'ailleurs, c'est audio, pardon, excusez-moi. C'est audio, donc c'est un témoignage reçu sur la ligne d'écoute de SOS Homophobie et le témoignage est lu par un bénévole de SOS Homophobie. Patrick est magasinier cariste. Outé par une collègue, il subit depuis 3 ans des agressions psychologiques quotidiennes.
On l'insulte de pédale ou ses collègues parlent de lui au féminin. Sa DRH minimise la situation et déclare de ne pas être concernée par la situation personnelle de Patrick, tout en évoquant la possibilité de son licenciement pour inaptitude. En arrêt de travail, Patrick peut compter sur le soutien de son conjoint, mais aussi d'une collègue lesbienne qui a connu une situation de harcèlement dans la même société. Voilà le type de témoignage que SOS Homophobie reçoit. Un témoignage qui est vraiment représente le vécu des personnes LGBTI au travail. Premier mot qui est utilisé dans cette vidéo, c'est l'outing. L'outing, qu'est-ce que c'est ? Patrick est magasinier cariste. Outé. Un outing, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de révéler l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne sans son consentement. Et là, clairement, on voit les conséquences. On voit les conséquences. On voit également les conséquences d'être visible dans l'espace du travail, dans le monde du travail. Donc, on voit bien que le travail est l'un des contextes de LGBTI-phobie où les personnes sont le moins en sécurité. On voit également dans ce témoignage que Patrick est plus ou moins victime d'un licenciement abusif. En gros, on le menace de le licencier. Et ça, c'est le cas d'un témoignage de LGBTI-phobie sur 10 que l'on reçoit à la ligne d'écoute. On voit également des phénomènes de harcèlement. Et le harcèlement, on le voit vraiment avec des effets de bande, des gens qui vont s'allier, qui vont être amis dans le monde du travail et qui vont s'allier pour discriminer quelqu'un. Et ça, on a vu les conséquences. Ce sont des personnes qui vont être dans une situation de mal-être, des gens qui vont se mettre en arrêt maladie, des gens qui vont potentiellement démissionner. Et ça a des conséquences dans le monde du travail. Ça a des conséquences, des personnes qui ne vont plus être impliquées, qui vont vraiment se désolidariser complètement de l'entreprise. Dans le travail, c'est également un environnement qui rend invisible. Donc, on va revenir sur 2 chiffres du baromètre 2022 de l'autre cercle. Un des chiffres, c'est une personne LGBTI sur 2 cache son orientation sexuelle ou son identité de genre au travail. Deuxième chiffre, 3 personnes sur 4 cachent le fait d'être en couple au travail. Clairement, qu'est-ce que ça indique ? Ça indique que les personnes ne se sentent pas à l'aise pour être qui ils sont à leur travail. Ils ont aujourd'hui pas la possibilité de choisir s'ils souhaitent révéler ou non leur orientation sexuelle ou leur identité de genre parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise actuellement. Donc, il y a vraiment un travail à faire pour que les personnes LGBTI se sentent à l'aise dans le monde du travail. Le monde du travail, c'est également une porte d'entrée pour lutter de manière générale dans la société contre les LGBTI-phobies. Quand on sensibilise une personne dans le monde du travail, on va également sensibiliser quelqu'un qui va beaucoup plus facilement accepter une personne qui va faire son coming out dans son entourage. Ça va être quelqu'un qui va repérer, qui va signaler la haine en ligne, qui va avoir une manière de s'exprimer sur les réseaux sociaux qui ne sera pas discriminante. Ça va être quelqu'un qui va potentiellement pouvoir accueillir mieux des personnes si son métier consiste à accueillir du public. Quelqu'un qui va potentiellement donner un meilleur accès aux soins aux personnes LGBT. Quelqu'un qui va pouvoir identifier les fake news, les désinformations qui circulent partout dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et de manière générale, ça va entraîner moins de violences LGBTI-phobes dans la société. Donc vraiment, face à toutes ces données, à ce constat, il est vraiment important que nous, toutes et tous, on soit vraiment acteurs du changement et que nos organisations vraiment se mobilisent pour qu'on ait une société plus inclusive. Voilà. Je vous remercie. Je vais laisser la place à Aurélia Pi pour Uber. Merci Lucille. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans les locaux d'Uber au sein de notre association partenaire SOS Homophobie et pour clôturer cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive.
Donc, évidemment, tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, qui ont été développés par Lucille et par la ministre, évidemment, la diversité, l'équité, l'inclusion sont au cœur des préoccupations du groupe, sont au cœur, évidemment, de mes préoccupations en tant que DRH Uber de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Sud. Et donc, cette boîte à outils qui va nous être présentée par SOS Homophobie sera, j'en suis sûre, un outil incontournable pour nous aider, nous, acteurs de l'entreprise et décideurs, de développer et d'encourager un environnement de travail toujours plus inclusif. Cette journée et cette matinée avec vous, c'est aussi l'occasion de soutenir notre association partenaire dans ce moment de lancement de leur boîte à outils. Et pour moi, de partager aussi avec vous ce que le groupe Uber fait dans la politique de diversity, equity and inclusion et de vous montrer toutes les actions qu'on a mises en place sur ces luttes contre la discrimination. Je vais voir si ça marche. Alors, donc notre politique de D&I, donc c'est une politique qui est centrale pour le groupe Uber et qui est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. On prône vraiment et on est vraiment très acteur sur faciliter une culture D&I. C'est pour nous au cœur de notre stratégie d'entreprise. On considère qu'il faut accepter la différence, l'encourager et la célébrer. C'est à part du postulat qu'à partir du moment où un environnement de travail prône et favorise cette D&I, on favorise le succès à tout niveau. Donc la réussite, quelle que ce soit la performance collective, la performance individuelle et l'engagement profond de nos collaborateurs. Si on se place du côté de notre plateforme, évidemment, tous les jours, il y a un nombre important, très important d'interactions diverses au sein des 19 millions de trajets qui se déroulent chaque jour dans le monde entier. Et il est important pour nous que nos produits, nos fonctionnalités reflètent cette diversité des communautés que nous servons. Il est donc majeur que nos collaborateurs en interne reflètent cette diversité, travaillent dans un environnement qui favorise cette culture D&I pour favoriser un épanouissement et aussi un environnement qui prône la tolérance. Pour moi, en tant que DRH, il y a donc deux enjeux majeurs. C'est le fait d'ancrer cette responsabilisation D&I auprès de nos seniors leaders et de favoriser un environnement toujours plus inclusif avec une politique de recrutement axée sur cette diversité, avec des politiques de formation qui sont centrées évidemment sur cet axe et puis différents programmes, j'en parlerai aussi par exemple, qui sont autour de la stratégie et de la politique des alliés. Pour vous donner quelques exemples concrets sur la partie LGBTI, je vais te laisser les bouger parce qu'en effet, ça marche pas. Donc, vous donner des exemples extrêmement concrets de nos actions. Donc, le premier, c'est un guide qui est à vocation, un guide extrêmement pratique, qui fait à peu près une 60aine de pages et qui a pour but d'aider les personnes qui se posent la question de la transition, qui sont en cours de transition ou qui vont vivre une transition. Donc, c'est vraiment ce que disait tout à l'heure la ministre, c'est comment les accompagner, c'est toutes les démarches administratives, c'est la prise en charge que peut avoir l'entreprise pour aider dans cette transition. C'est aussi un guide qui est à l'origine pour les collègues, les collaborateurs, parce qu'on n'est pas forcément formé ou équipé pour accueillir ce type de situation, les managers également, et nous, équipe RH, c'est pas forcément des choses sur lesquelles on est formé, donc ce guide a vraiment vocation à donner des outils pratiques et des guides pour aider cette situation. On a aussi au sein d'Uber des employés ressources group, donc on appelle les IRG. Il y en a 12 au sein de l'entreprise du groupe Uber qui touchent autour de Parent at Uber, Woman at Uber. Et donc on en a une qui s'appelle Pride at Uber qui a vraiment pour objectif de travailler sur la tolérance, l'acceptation des LGBTI. Et il y a eu un rôle majeur cette année dans notre campagne marketing Right to Pride, où l'IRG, donc cette communauté qui fait à peu près plus de 200 collaborateurs dans le monde, a travaillé avec les équipes marketing pour développer notre campagne marketing de cette année et prôner du coup la tolérance, la compréhension et la sécurité des 15 orientations et identités de genre que vous pouvez voir dans le logo devant vous. Donc, une entreprise, une politique qui porte ses fruits, puisque comme vous le voyez, on est reconnu depuis plus de 6 ans, tous les ans par la campagne Human Rights, comme étant Best Place for Work for les LGBTI Equality.
Donc, on est très fiers de ce label et on est reconnu également par Glassdoor dans le top 20 des entreprises qui favorisent l'embauche des LGBTI et l'égalité des LGBTI dans l'entreprise et dans le recrutement. Concrètement, donc toute cette politique que je développe, que je vous ai développée sur la partie interne, elle se déploie également massivement en externe, puisque l'objectif pour nous, c'est que les utilisateurs de la plateforme se sentent évidemment en sécurité et que quand ils font un trajet, ils se sentent à la fois sereins dans leur trajet, dans leur identité et respectés. Donc, c'est tout le travail qu'on a fait avec SOS Homophobie, qui a joué un rôle majeur dans ce partenariat externe. Tu peux... Merci. Et donc, en quoi ça consistait? Si évidemment la majorité de nos trajets se déroulent de manière complètement normale et sans incident, on a 97% des usagers qui se disent en sécurité, 80% des usagers qui prennent un Uber pour rentrer de soirée, mais à l'image de la société, le risque zéro n'existe pas. Et donc, notre responsabilité en tant que plateforme, c'est de faire en sorte qu'on sache prévenir justement ces agressions, ces violences sexistes et sexuelles basées sur le genre et qu'on puisse aussi agir. Donc ça, c'est le deuxième pilier, c'est comment on agit quand une agression a lieu, comment on a des process extrêmement stricts et précis pour agir de la meilleure façon possible, la plus rapidement possible, avec une prise en charge très empathique de la victime. On a aussi une politique intraitable de suspension du compte, que ce soit du chauffeur ou du passager, et une suspension qui est soit temporaire ou soit définitive selon ce que va donner l'enquête qui sera menée. Et donc, si tu peux passer à ça. Merci. Et donc, dans ce cadre de mise en place d'un partenariat, enfin d'une politique groupe qui s'appelait Driving Change, on a mis en place un partenariat avec différentes associations pour vraiment lutter contre ces violences sexistes et sexuelles basées sur le genre. On a travaillé avec Anzawe, on a travaillé avec le collectif féministe contre le viol et donc SOS Homophobie. Et la première action qui a été mise en place avec SOS Homophobie il y a 3 ans, c'était la mise en place du bouton discrimination. Donc, l'idée, c'était de pouvoir avoir un acte très rapide. Si je suis victime en tant que passager de discrimination, je peux immédiatement le signaler, donc que je sois passager ou que je sois chauffeur, et ça nous permet, nous, d'agir immédiatement. Donc ça, c'était la première action qu'on a fait il y a 3 ans. Maintenant, ce partenariat se déroule sur 3 piliers. Donc, le premier pilier, c'est le pilier de prévention. Donc, pour nous, prévenir les agressions auprès de nos utilisateurs, et je vais revenir en détail. Former nos équipes internes pour qu'ils soient compétents à la prise en charge des victimes, et puis sensibiliser les LGBT-phobies dans l'espace public. Si on les voit rapidement, donc sur le premier pilier, donc la prévention, comme vous voyez, on a fait des vidéos très ludiques et très pragmatiques, à la fois pour les passagers, donc pour les sensibiliser à ce type de situation, et pour nos chauffeurs. C'est une vidéo qui est obligatoire à visualiser dans les 100 jours de démarrage de l'activité. Donc, s'il ne le fait pas, il est sanctionné, il doit faire cette vidéo. Si on va sur le second pilier, qui est la formation. Merci. Du coup, sur la formation, SOS Homophobie a joué un rôle majeur pour nous former nos services clients, donc qui sont vraiment en interaction avec les victimes potentielles de ces agressions. SOS Homophobie forme du coup nos équipes, c'est environ une 60aine de collaborateurs, à l'environnement, on va dire, juridique autour de ces agressions, mais aussi à la prise en charge de ces victimes, comment réagir, comment les gérer. Et c'est encore cette année plus de 7 sessions de formation de 3 heures qui ont été organisées pour notre service client. Sur le dernier pilier, la sensibilisation. Donc, je pense que vous avez tous vu cette campagne qui s'appelait Ni dehors, ni à bord, qui était une campagne qu'on a lancée l'année dernière. Voilà, donc une campagne dont on a été très fiers en tant qu'Uber d'avoir une campagne d'envergure sur le plan national. Et SOS Homophobie a été vraiment un partenaire primordial dans cette campagne. Ça faisait aussi partie du programme Driving Change et comment on maintient notre lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles basées sur le genre.
Et si tu vas sur l'autre slide, le partenariat des SOS Homophobie, il a été évidemment sur les messages et comment ils nous ont accompagnés sur les messages homophobes, mais ils nous ont challengés aussi sur la partie LGBT-phobie. Et c'est grâce à eux qu'on a pu, et tout ce qui était transphobie, c'est eux qui nous ont permis de mettre en place ces messages. Voilà, donc c'est vraiment une campagne d'envergure qui a eu lieu pendant 2 mois, qui a été très impactante pour une entreprise privée dans l'espace public, qui a eu plus de 8000 panneaux publicitaires, les réseaux sociaux, la presse. Voilà, donc c'est vrai qu'une campagne qui a été très engageante pour nous et on était ravis de pouvoir travailler avec SOS Homophobie sur cette campagne. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner sur la politique d'Uber en interne et en externe. Et je voulais vraiment remercier au nom de toutes les équipes internes SOS Homophobie et SOS Homophobie pour le partenariat qu'on a avec vous depuis 3 ans. Voilà, c'est vraiment un partenariat de grande qualité. On remercie pour vos expertises, les challenges, la confiance s'est gagnée petit à petit. Et voilà, on sait qu'on a encore de belles années de travail ensemble pour lutter contre ces violences LGBTI-phobie. Merci beaucoup. Je passe la parole à Thibaut. Merci Aurélia. Donc à présent, je vais vous parler donc des outils qu'on a mis en place pour vous accompagner. Donc on a créé une méthodologie pour prévenir les discriminations LGBTI-phobes et favoriser l'inclusion des personnes LGBTI+, en milieu professionnel. Donc cette méthode, elle se regroupe en 4 étapes pour une organisation inclusive. Donc d'abord, c'est de s'informer et de comprendre le mécanisme des LGBTI-phobies pour que vous puissiez caractériser finalement les problèmes qui peuvent apparaître dans vos entreprises ou vos organisations. La seconde étape, ça va être de mesurer pour prendre la température, savoir vraiment quelle est la qualité de l'environnement de travail pour les personnes LGBTI. La troisième étape, ça va être naturellement de se former, de former les décideurs, les décideuses, les personnes qui sont en capacité d'agir pour la politique diversité-inclusion de vos organisations, mais également de sensibiliser vos salariés. Et enfin, ça va être de rendre visible votre engagement dans votre organisation pour lutter contre les discriminations LGBTI-phobes et peut-être même être acteur de la prévention de la même manière que Uber l'a fait avec sa campagne Ni dehors ni à bord. Voilà. Donc, il est vraiment important, Thibaut en a parlé, de s'informer et de comprendre les mécanismes de LGBTI-phobie. S'informer, c'est-à-dire connaître le vécu des personnes LGBTI. Connaître le vécu, donc on revient sur notre rapport annuel, qui est vraiment on a envie de dire un peu, vraiment une référence avec à la fois des données quantitatives, qualitatives et des témoignages qui permettent d'avoir un ensemble d'informations pour vraiment comprendre le vécu des personnes LGBTI dans tous les contextes de la vie. Donc, et le deuxième élément qui est important et qu'on va mettre dans cette boîte à outils, c'est un guide pratique sur les LGBTI-phobies. C'est un guide juridique qui permet d'avoir le cadre légal, d'avoir vraiment toutes les informations sur le droit expliqué en termes simples. Souvent, le droit est assez complexe, peu accessible à tout le monde. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de faire des fiches thématiques de situation qui soient accessibles à toutes et à tous pour qu'on ait vraiment toutes les informations à la fois sur le vécu et sur les aspects juridiques pour vraiment bien accompagner les personnes LGBTI et être dans le mille pour faire une politique diversité-inclusion. Bon. Donc la seconde étape pour produire une politique diversité-inclusion en faveur des personnes LGBTI dans vos organisations, ça va être de mesurer la qualité de l'environnement de travail pour les personnes LGBTI. Et donc merci. Et donc pour ce faire, on vous propose pour vous accompagner un exemple de questionnaire qui vous permettra donc en fait d'être un baromètre sur le bien-être et le ressenti des personnes LGBTI ou envers les personnes LGBTI dans votre espace professionnel.
La troisième étape, ça va être donc, comme je le disais tout à l'heure, de se former et de sensibiliser vos salariés. Et donc, pour remplir cette étape-là, on vous propose 3 ressources. La première, c'est le kit d'inclusion des personnes LGBTI+, au travail de l'Association française des managers de la diversité. Donc, c'est un kit, donc on s'est associé avec la FMD pour pouvoir fournir ce kit dans notre boîte à outils. Vous y trouverez des fiches de connaissances, de socle de connaissances communs, parce qu'on est conscient et conscient que ce n'est pas forcément très évident, hein, toutes ces notions. Et donc, ça vous permettra d'être voilà, vraiment au clair sur l'ensemble des termes, et également des fiches qui vont plus cibler plus particulièrement certaines fonctions professionnelles. Dedans, vous retrouverez notamment un parcours type pour accompagner des personnes en transition en entreprise. Et enfin, donc, vous trouverez une fiche d'exemple concret voilà, que vous pouvez retrouver, donc, où vous retrouvez des exemples qui se sont mis en place dans des organisations, des entreprises, des collectivités territoriales. Et enfin, donc, une ressource en ligne qui va compléter l'ensemble de ces documents. L'étape essentielle pour créer un déclic au sein de vos salariés, ça va être de les sensibiliser massivement. Et pour ça, on vous propose un e-learning qui s'intitule « Reconnaître les LGBTI-phobies au travail et agir ». Donc, on va en parler un petit peu plus tard de manière plus approfondie. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'est un e-learning qui permet à vos salariés, donc c'est vraiment à destination de toute personne dans vos organisations, d'avoir un aperçu d'abord du cadre légal, des situations liées aux situations LGBTI-phobie, liées aux situations de LGBTI-phobie, pardon, de comprendre pourquoi il est important d'en parler au travail, de la même façon que Lucille vous l'a fait au tout début de la présentation. Également d'apprendre à identifier des situations ou des propos ou des comportements qui peuvent porter atteinte aux personnes LGBTI. Il y a certaines situations qui vont paraître évidentes, d'autres qui ne vont pas du tout vous paraître évidentes parce que si vous n'êtes pas concerné, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et donc, ce e-learning est là pour vous accompagner les personnes qui le suivent pour mieux les apprécier ces situations. On propose aussi donc dans ce e-learning de comprendre le mécanisme des LGBTI-phobie et enfin, quand on sait bien comprendre l'état des lieux, ce qui est important aussi, c'est de savoir réagir face à ces situations. Et donc, on propose une méthode pour réagir, soit immédiatement ou a posteriori, ou via des dispositifs de signalement anonyme qui peuvent être déjà présents dans vos organisations. Enfin, le troisième outil pour cette étape de formation et sensibilisation, c'est l'éventail des LGBTI-phobies, qui est un outil ludique qui pourra permettre, par exemple, d'animer des séances de discussion si vous êtes amené à faire des thèmes diversité-inclusion, une semaine diversité-inclusion dans votre entreprise. Ça peut être l'occasion d'animer des ateliers avec cet outil-là. Vous y retrouverez des définitions, des mises en situation, des explications pour chaque mise en situation, aussi, pour essayer d'évaluer si elles sont LGBTI-phobes ou non, et vous aurez des explications pour comprendre pourquoi elles le sont ou non. Et enfin, des conseils pour agir face aux LGBTI-phobies dans la sphère professionnelle. Donc, la quatrième étape, c'est rendre visible votre engagement dans votre organisation contre les discriminations LGBTI-phobes. Et ça a été dit aussi, c'est être vous-même acteur et actrice du changement et acteur et actrice de prévention au sein de vos organisations. Pour ce faire, dans la boîte à outils, vous aurez également la campagne de prévention positive de SOS Homophobie intitulée « Être et aimer ». Donc, comme indiqué, c'est une campagne positive. On voit des personnes LGBTI heureuses, épanouies, qui nous partagent leurs loisirs, leurs passions, qui elles sont et qui ils sont. Et effectivement, parmi ces choses-là, on peut avoir une personne qui peut être trans, une personne qui est gay, une personne qui est lesbienne. Et en fait, le principe de cette campagne-là, c'est qu'elle questionne avec un « et vous », et elle va questionner qu'est-ce qu'on retient de ces personnes-là et va faire réfléchir les personnes sur les stéréotypes et les préjugés qu'elles pourraient avoir sur les personnes LGBTI. L'idée, c'est de dire que l'identité de genre, l'orientation sexuelle et amoureuse fait partie de nos identités, mais ne nous résume pas. C'est une simple composante de nos identités, comme une autre. Voilà, on peut avoir quelqu'un qui aime la rando, ben voilà, Pierre aime la rando, et vous? Et oui, c'est aussi un homme gay par ailleurs. Voilà. Donc, c'est passer ces messages-là aussi pour banaliser tout ça et puis aussi pour montrer un regard positif. C'est l'occasion de montrer dans votre entreprise que vous traitez le sujet. C'est-à-dire quand on arrive dans vos organisations, on voit ces campagnes,
OK, ici, le sujet est traité, on a un employeur qui fait de la prévention et qui se saisit du sujet. Donc, c'est aussi un signal que vous envoyez aux personnes qui rentrent dans vos structures. Enfin, il y a un deuxième élément qui peut être fait. Donc, dans la boîte à outils, il y aura des stickers, des badges et des lanières Rainbow. Donc, ça peut paraître tout bête, mais l'idée, c'est de pouvoir identifier des personnes qui seraient volontaires dans l'entreprise, qui seraient formées aux LGBTI-phobie et qui seraient des personnes alliées, qui pourraient être des personnes ressources, repères pour les personnes LGBT dans l'entreprise, des personnes qu'on pourra pour un signe discret pouvoir identifier. Et si je suis une personne LGBT, je peux libérer ma parole, je peux parler, je peux communiquer si j'en ai le besoin à cette personne-là. Et encore une fois, c'est une manière de montrer que dans l'entreprise, il y a des repères. L'idée, on l'a déroulée, c'est d'éviter l'autocensure et d'éviter le mal-être qu'entraîne cette autocensure-là auprès des salariés. Voilà, donc la boîte à outils, elle est disponible à partir de janvier 2023. On en parlera à la fin de la présentation, mais donc vous pouvez déjà la précommander. Nous avons un formulaire en ligne. Cette boîte à outils, elle est gratuite. L'idée, c'est vraiment de vous fournir ce kit, d'outiller tous les décideurs, décideuses, toutes les personnes RH, toutes les personnes qui gèrent les politiques de diversité et qui souhaiteraient s'y mettre. Ça y est, c'est le moment. Je vais faire une vraie politique à destination des personnes LGBT dans mon organisation. Et la boîte à outils vous donne toutes les clés pour réussir. Et par ailleurs, SOS Homophobie reste aussi un partenaire et est prête à vous accompagner. Donc, on aura un temps d'échange à la fin, mais on se tient aussi disponible pour répondre à vos questions et tout au long, comme on le fait avec Uber, vous accompagner dans ce changement et dans ces politiques-là. Merci Adrien. Donc, je vais vous présenter maintenant un des outils phares de la boîte à outils qui est l'e-learning et de manière plus précise. Donc, l'e-learning, reconnaître les LGBTI-phobies au travail et agir, donc c'est un e-learning qui est destiné à tous les salariés de vos organisations. Donc, il est le fruit des années d'expérience de l'association qui intervient grâce à ses bénévoles depuis plus de 18 ans en milieu scolaire et aussi de nombreuses années auprès des adultes pour déconstruire les stéréotypes de genre et prévenir les LGBTI-phobie au travail. On l'a conçu pour qu'il soit relativement court parce qu'en fait, il reprend avant tout les notions vraiment essentielles et basiques pour vraiment avoir un socle de connaissances très, très fort. Donc, il est d'une durée de 30 minutes. Il est entièrement en français et sous-titré et il sera disponible si vous souhaitez l'acquérir du coup en ligne sur inscription sur notre plateforme ou alors sous format exportable pour l'inclure dans vos logiciels SIRH de formation. Donc, si je vais vous présenter donc le plan du e-learning. Donc d'abord, on va rappeler les définitions à l'aide d'un glossaire et aussi donc les salariés seront en capacité de télécharger les définitions pour pouvoir les accompagner le suivi du e-learning tout au long de la sensibilisation. On propose aussi un petit format qui permet de comprendre ce que dit la loi en termes simples et ce qu'on risque si on est soit victime de LGBTI-phobie ou alors si on est auteur ou autrice de propos LGBTI-phobes. Alors, les LGBTI-phobies au travail, donc pourquoi en parler? Donc, je vais vous présenter un extrait d'une des vidéos qui est présente dans e-learning. Nous passons le plus clair de notre temps au travail. C'est un lieu important de socialisation. Nous parlons de nos loisirs, de nos week-ends, de nos vacances, parfois de nos conjointes et conjoints, de nos familles. Les personnes LGBTI peuvent s'interdire de le faire par peur d'être jugées, stigmatisées, discriminées, alors que tout le monde devrait pouvoir se sentir libre d'en parler si chacune et chacun le souhaite. Certaines situations au travail forcent au coming out, c'est-à-dire obligent à révéler son orientation sexuelle et ou son identité de genre. Cela peut se produire par exemple lorsque l'on déclare son conjoint ou sa conjointe à sa mutuelle, ou pour un congé parental, ou encore pour un projet d'expatriation familiale. Ces situations peuvent paraître anodines, mais dans un environnement de travail qui n'est pas suffisamment bienveillant, elles peuvent empêcher les personnes LGBTI de bénéficier des mêmes avantages et opportunités que les autres.
Voilà, donc c'est une vidéo assez courte qui résume très bien la situation et qui permet d'embarquer en fait les apprenantes et les apprenants dans la suite du e-learning. Ensuite, donc, comme tout e-learning, il y a des quiz évidemment, des quiz et des mises en situation qui rappellent des statistiques, des chiffres pour vraiment faire prendre conscience aux personnes qui suivent le e-learning à quel point les LGBT-phobies sont encore présentes, également au travail et également donc des petites mises en situation qu'on propose pour déjà essayer de jauger, commencer à jauger si ces situations sont LGBT-phobes ou non. Ensuite, donc, le troisième chapitre de ce e-learning concerne le genre, les stéréotypes de genre et les LGBTI-phobies qui sont un socle incontournable pour vraiment apprécier la nature LGBT des propos ou des comportements. Voilà, qu'on rappelle ce que c'est le genre, on rappelle les définitions des personnes LGBTI de manière ludique avec des vidéos. On propose une petite vidéo pour comprendre ce que c'est les stéréotypes de genre et comment ils peuvent mener aux LGBTI-phobies. Et enfin, donc un quiz avec, là vous avez un exemple avec la licorne du genre, qui permet justement de mieux comprendre les définitions à l'aide de situations un peu ludiques. En quatrième chapitre, on propose des cas pratiques et donc on va vous en montrer un à présent. Philippe m'a dit que tu étais transsexuel. Franchement, j'aurais jamais deviné. C'est très réussi. Voilà, donc c'est des petites vidéos très courtes et ensuite donc avec des quiz pour essayer de comprendre voilà, qu'est-ce que les personnes ont ressenti, qu'est-ce qu'elles ont perçu de ces vidéos, de ces mises en situation. Ce que vous avez vu là, c'est un cas de micro-agression que les personnes trans subissent au quotidien, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Et les personnes LGBT de manière générale vont subir ce type d'agression également, alors peut-être moins fréquemment, mais de manière peut-être aussi maladroite et parfois du coup violente quand on se met à leur place. Il y a aussi d'autres cas pratiques qui sont présents dans l'e-learning, notamment une situation de blague à la machine à café classique et aussi des situations d'autocensure qui sont également en vidéo. Enfin, donc, quand on sait reconnaître des situations LGBT-phobes au travail, ce qui est important, c'est de savoir agir et savoir réagir. Et donc, on a une vidéo qui explique une méthode pour simplement apprendre à réagir, soit immédiatement, soit a posteriori, ou alors via des dispositifs d'écoute anonyme. Et on propose également donc, cette slide qui s'appelle « Victime ou témoin », qui est entièrement personnalisable pour les organisations, pour que vous puissiez l'agrémenter, notamment si vous avez des dispositifs d'alerte interne et anonyme. Vous pouvez éditer la slide pour que vous puissiez mettre, par exemple, l'adresse à contacter si vous avez des personnes qui sont victimes ou témoins de situations discriminantes. Évidemment, comme tout bon e-learning, on a un quiz final qui reprend, qui est noté entre guillemets, qui reprend l'ensemble des thèmes qui sont vus dans l'e-learning. Donc, il faut 75% de bonnes réponses pour obtenir le certificat. Et enfin, bien sûr, pour rappeler merci. Pour finir le e-learning, donc les personnes pourront télécharger un petit mémento qui rappelle tout ce qui a été vu dans l'e-learning. Ça permet d'imprimer s'ils le veulent ou de le garder en PDF sur leur PC pour avoir vraiment une fiche de rappel qui résume l'ensemble du e-learning en des termes simples. Donc, comme le disait Adrien, le e-learning, il est disponible, donc la boîte à outils et le e-learning sont disponibles la boîte à outils est disponible en précommande et le e-learning est disponible immédiatement. Donc, vous pouvez flasher le code pour faire votre demande de devis. C'est un e-learning qui est donc payant et vous pourrez aussi réserver dans le formulaire votre boîte à outils et également obtenir plus d'informations. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va prendre les questions. Je voulais aussi remercier grandement Thibaut, Adrien et tous les bénévoles qui ont participé à ce travail. Donc, c'est un travail, là, pour le e-learning, mais c'est aussi des années et des années de travail derrière pour préparer des IMS, comment déconstruire les stéréotypes de genre. C'est vraiment du travail de long terme, donc de 27 années, on va dire. Et donc, voilà, on est très content que ça se concrétise et qu'on ait cette jolie boîte à vous proposer.
Donc là, on va se faire un petit moment d'échange et juste après, on pourra continuer les échanges informels autour d'un petit pot pour voilà, continuer si vous voulez nous poser des questions. Donc, on est là. Il y a aussi David, Nicolas et d'autres bénévoles dans la salle. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions plus personnelles à la fin. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, pour ceux qui sont en visio, ça sera plus facile avec un micro. J'ai juste une question sur la manière dont vous caractérisez les LGBTI-phobies. Parce qu'il y avait une courbe tout au début, on voit bien que ça progresse, même si on ne prend pas en compte les pics mariage pour tous et PMA, on voit bien que ça progresse et je me demandais comment vous l'expliquez, comment en fait vous caractérisez du coup une LGBTI-phobie. Est-ce que c'est juste les gens qui contactent l'association ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prises en compte? Alors, il y a donc là, c'est les témoignages qu'on a pu recevoir, la courbe. Donc, c'est principalement des gens qui appellent pour des actes LGBTI-phobes. C'est aussi des gens qui peuvent être en situation de mal-être suite à différents actes qu'ils ont pu subir tout au long de leur vie ou récemment, des questionnements, etc. Donc, ça, c'est la manière dont on qualifie les actes. Et après, oui, on voit une évolution. Il y a une évolution en termes de libération de la parole des personnes qui sont victimes. Et il y a potentiellement plus ou moins d'actes. Ça, on ne peut pas définir la part entre la libération de la parole et le nombre d'actes s'ils augmentent ou pas. Donc, il existe d'autres systèmes, d'autres qui sont plus basés sur des sondages qui permettent de mieux évaluer l'augmentation ou une diminution. Mais voilà, c'est en tout cas les personnes qui font le cheminement de nous appeler pour témoigner ou pour demander de l'aide parce qu'ils sont victimes de discrimination. Et c'est un biais par ailleurs qu'on retrouve partout. Aujourd'hui, les chiffres nationaux des personnes qui portent plainte pour discrimination LGBTI-phobe, et on le sait, très faible par rapport à la réalité, puisque là, encore une fois, il faut pouvoir avoir l'énergie, l'envie, la force, la connaissance d'aller dans un commissariat, d'être bien reçu ensuite dans un commissariat et de pouvoir déposer plainte. Donc effectivement, c'est toutes les barrières qu'on peut avoir. Et donc, nous, finalement, c'est du déclaratif. Donc, c'est toujours les biais qu'on peut avoir. Mais en tout cas, c'est pour ça que notre rapport annuel, au-delà de ces courbes qui est quantitatif, c'est surtout du qualitatif, c'est surtout des témoignages. Nous, c'est beaucoup là-dessus qu'on se base pour étudier finalement les LGBTI-phobies plutôt que sur des statistiques qui peuvent être imparfaites. Et en complément, on vous a parlé de quelques chiffres du rapport de l'autre cercle qui font tous les 2 ans. L'an dernier, du coup, il y a eu une augmentation aussi des LGBTI-phobies au travail. Et donc, c'est assez cohérent avec, c'est même complètement cohérent avec l'augmentation qu'on a également mesurée, comme le travail est passé en troisième contexte de LGBTI-phobie en France. Et du coup, je me demandais quels étaient les autres contextes, puisque vous avez dit que c'était la 3e place. Si vous pouvez nous en dire plus. En tête, c'est la haine en ligne. Et malheureusement, sur la tête du podium, en 2e position, c'est l'environnement familial. Donc, c'est des éléments aussi qui, via notre ligne d'écoute, qui est où ce sont des écoutants et écoutantes qui sont soit des personnes concernées, soit des personnes formées, les gens vont beaucoup plus facilement nous contacter, nous. Et donc, on a des données importantes sur des secteurs de vie privée, donc le travail, la famille, qui nous permettent aussi de faire un état des lieux de ce qui se passe dans ces situations-là. Et après, il ne faut pas oublier que les LGBTI-phobies sont malheureusement présentes dans tous les contextes de la vie, que ça soit dans la rue, que ça soit lors de réunions avec des copains, que ça soit au travail, que ça soit sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il y en a partout. Donc, il faut lutter dans tous les secteurs pour qu'on arrive un jour à réduire et à contenir toute cette haine. Du coup, j'ai le micro, donc je me permets de poser une autre question. Déjà, merci beaucoup de mettre à disposition gratuitement des kits. Moi, personnellement, je représente une école d'ingénieurs, donc je suis ravie de pouvoir, une école d'ingénieurs publics. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir bientôt commander cette boîte en ligne. Ce kit gratuit. En ce qui concerne donc le e-learning, vous avez glissé que c'est payant, ce qui est complètement compréhensible. Moi qui viens d'une école d'ingénieur public, ma première question, c'est comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un ticket global avec un nombre d'accès? J'arrive dans les choses très concrètes, je vous avoue, mais
Au niveau des RH de mon côté, c'est pas des choses négligeables puisqu'on n'est pas une entreprise. Voilà, je voulais savoir un peu comment ça fonctionne, qu'il faut contacter, etc. C'est une très bonne question et c'est pour ça que dans la présentation, on a parlé d'organisation et pas uniquement d'entreprise. C'est que ça peut toucher des institutions publiques, des institutions privées. Nous, c'est au cas par cas. On a parlé beaucoup d'accompagnement. Donc, c'est de vous recevoir, de faire une réunion aussi avec ORH parce que vous avez peut-être différents dispositifs. Aujourd'hui, des façons de former, peut-être d'une certaine façon, peut-être vous formez déjà en ligne, peut-être pas du tout. Donc, les dispositifs seront différents. Les coûts seront aussi certainement différents suivant le dispositif. L'idée, c'est un peu de faire du sur-mesure, qu'on puisse faire avec vous un état des lieux, viser un objectif de ce que vous souhaitez faire et on vous accompagne et on estime ensemble. C'est pour ça qu'on parle de devis. Donc, ça dépend de la solution qui sera retenue finalement. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, on va remercier les personnes en ligne. On a été nombreuses et nombreuses. Vous avez été nombreuses et nombreuses à nous suivre. Donc, merci à vous. Et nous, de notre côté, on va enchaîner avec un petit pot si ça vous va bien. Merci à tout le monde.